Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième édition d'Alt Magazine TV, cette émission de Web TV réalisée par la licence professionnelle journalisme de l'Université Paris 8. Si vous avez déjà regardé les épisodes précédents, vous connaissez sûrement le concept, mais pour les téléspectateurs qui nous rejoignent, chaque année, nos équipes partent à la découverte d'une ville européenne. Après Lisbonne et Séville, cette fois-ci, nos journalistes ont posé leurs valises à Naples. Vous la connaissez pour être le berceau de la Renaissance ou pour sa richesse culinaire, l'Italie est considérée depuis peu comme le pays le plus influent culturellement et ce à l'international. Située au sud de l'Italie, Naples connaît une croissance touristique sans précédent, un tournant pour la troisième ville du pays. Son centre historique inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO accueille un peu plus de 3 millions de touristes chaque année. Partons ensemble dans la ville aux 500 coupoles. Au programme, 5 reportages sur le thème du tourisme. L'objectif est de comprendre son impact et ses différentes formes sur la ville de Naples, mise en relation avec Paris. Et vous allez le voir, le voyage de nos journalistes n'a pas été de tout repos. Au sommaire de cette édition, l'artisanat entre cordonniers et chapeliers, les journalistes d'Alt Magazine de quelle manière les artisans situés dans les zones touristiques se démarquent des boutiques de souvenirs. Vélocénie, vélo français, ces termes vous disent peut-être quelque chose. La Normandie regorge d'itinéraires dédiés au cyclotourisme, mais qu'en est-il en Italie? Nos journalistes sont partis enquêter sur place. Le cinétourisme, ce mode de voyage qui permet de se rendre sur les lieux de tournage de ses films et séries préférées, mais attention, parce qu'entre fiction et réalité, les cinétouristes peuvent parfois faire face à de fortes désillusions. Parcs nationaux, lieux historiques ou encore musées, entre politique budgétaire et rénovation, comment sont conservés les lieux culturels? Vous en saurez plus dans quelques instants grâce à nos reporters. Paris et Naples sont des villes de renom, entre autres grâce à leurs édifices religieux. Partons visiter ces lieux pleins d'histoire à travers les yeux de nos journalistes qui ont décrypté l'impact du tourisme religieux sur les lieux de culte. Commençons sans plus tarder cette édition sur le tourisme. Dans ce premier reportage, nos journalistes sont partis à la rencontre des artisans. Valentin Fargier, c'est vous qui l'avez en partie réalisé. Vous êtes en direct de Naples, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus ? Bonjour Manon, je sais pas vous, mais quand nous partons en vacances, nous ramenons des souvenirs. Nous sommes allés à la rencontre d'artisans présents dans le centre historique des villes, en l'occurrence Naples et Paris ici. Nous avons rencontré des artisans passionnés qui accueillent chaque jour dans leurs boutiques et ateliers de nombreux visiteurs. S'ils ne repartent pas tous avec des objets, les visiteurs repartent avec le souvenir d'un artisanat local existant et différent des boutiques remplies de souvenirs fabriqués à l'autre bout du monde. Merci beaucoup Valentin Fargier pour ces informations qui nous seront expliquées en détail dans quelques instants dans votre reportage réalisé aux côtés de Jules Corneloup. Naples et Paris sont deux villes qui bénéficient d'un grand nombre de touristes. Vous avez voulu savoir comment ces touristes impactent positivement l'artisanat, mais en tant que boutique traditionnelle présente sur un lieu touristique, comment se démarquer des boutiques de souvenirs? C'est ce que nous expliquent les journalistes d'Alt Magazine dans un reportage de Jules Corneloup et Valentin Fargier. Dans le ballet incessant des villes qui ne dorment jamais, Naples et Paris, deux joyaux du patrimoine mondial de l'UNESCO, accueillent chacune des millions de voyageurs chaque année, proportionnellement un touriste pour 4 habitants pour chacune des deux villes. Cette affluence entraîne un léger bénéfice pour les commerces d'artisanat qui profitent aussi du tourisme historique. La ville de Naples, dans le sud de l'Italie, se voit réputée pour son patrimoine historique important. Située dans la région de Campanie, sa proximité avec le site archéologique de Pompéi en fait un lieu essentiel et privilégié pour l'accueil des touristes. En 1995, son centre historique se voit inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. À la base construite sur l'ancienne cité grecque de Néapolis, la ville est un véritable millefeuille historique où se superposent les couches de l'histoire. Cette activité touristique, toujours en forte progression, semble avoir un réel intérêt pour certains commerçants locaux proposant des activités d'artisanat. Pour Bruno Léonet, chapelier, installé en plein centre historique, cette forte croissance du tourisme est ressentie comme une opportunité. Bien sûr, les touristes sont nombreux à visiter Naples. Ils en profitent pour rentrer dans ces boutiques d'articles ethniques, de vêtements un peu spéciaux, mais aussi de vêtements normaux.
ou dans les autres boutiques qui vendent des articles caractéristiques de la ville de Naples. De la même manière, à Paris, les artisans peuvent profiter en petite partie du flot de touristes, attirés d'abord par le patrimoine culturel et historique. Olivier Guyot nous explique la curiosité que peut susciter son atelier de bottier cordonnier, situé près du musée d'Orsay. Un monsieur américain, en allant au musée d'Orsay à côté, il passe devant notre atelier, c'était l'été, la porte était ouverte, il y avait des coups de marteau, la musique, on écoutait Bruce Springsteen. Enfin, il s'est trouvé un peu interloqué, il a changé de trottoir et il a fait l'acquisition chez nous d'une paire de souliers. C'est une chance pour nous d'avoir été sur son trajet, sinon nous n'aurions pas eu cette belle rencontre. Si les boutiques de souvenirs sont stratégiquement placées dans les lieux touristiques pour accueillir la majeure partie des touristes, il peut arriver que certains poussent la porte d'ateliers d'artisans et fassent l'expérience d'un souvenir d'autant plus authentique. On peut faire l'acquisition d'un souvenir qui soit parisien, effectué par un artisan dont on se souvient, mais c'est un objet qui, du coup, quand on l'aura dans la poche, aura son histoire, son toucher, son atmosphère, son goût. Il aura un patrimoine que l'on va pouvoir exporter. Ce patrimoine exporté, même infime, c'est le savoir-faire et le rayonnement de ses créateurs à l'international. Même si ce n'est pas le principal de leur activité ni de leur clientèle, les artisans interrogés semblent donc bénéficier en petite partie de cette manne touristique. Naples, Paris, l'artisanat éveille la curiosité des touristes. Merci Jules Corneloup et Valentin Fargier pour ce reportage. Dans cette quête de l'authenticité, continuons notre chemin vers la Normandie cette fois. Vélo Francette ou Vélocénie, ces noms vous disent peut-être quelque chose. La France regorge d'itinéraires dédiés au cyclotourisme. Agréables pour les usagers, elles permettent à des petites villes comme Donfront de développer leurs lieux touristiques. Mais qu'en est-il en Italie ? C'est ce que nous allons découvrir dans ce reportage de Lorraine Lucio, Timothée Peigné et Lou Fréchet-Escudier. En France, la pratique du vélo est une activité qui se développe de plus en plus avec ses nombreuses pistes cyclables, les vélib dans certaines villes et désormais des activités touristiques. Éloignées de la capitale, en Normandie, certaines villes utilisent le cyclotourisme pour faire découvrir la région en proposant des itinéraires variés comme à Donfront. Nous avons la chance d'avoir deux voies très importantes, la Vélocénie et la Vélo Francette. Et la Vélocénie a la chance de passer au centre de Donfront. Donc les touristes s'arrêtent systématiquement, disons, dans les restaurants, soit à l'office de tourisme. Et puis nous notre but, c'est de faire connaître la destination touristique Donfront-Bagnols. Et puis on voit bien quand même, avec le camping, on a dû passer dans les années 2018 de 1000 nuitées et actuellement nous en sommes à 2000 nuitées. En souhaitant utiliser les activités touristiques à vélo pour faire découvrir cette ville de Normandie, le camping municipal constate lui-même une certaine augmentation des touristes à vélo au sein du camping. Depuis 5 ans, vraiment, où ça se développe de plus en plus, on monte à peu près de 10% chaque année. Et là, cette année, je suis rendue à 2000 vélos dans ma saison, sachant que la saison commence du 1er juillet au 30 septembre. J'accueille à peu près en juillet-août une vingtaine de vélos par jour. Donc pour l'instant, on n'a pas le label vélo, mais donc cette année, je pense qu'on va l'avoir, parce qu'on a équipé le camping d'un local sécurisé avec 3 bornes électriques pour les vélos électriques. Et on a une salle d'accueil où on peut héberger les gens le soir ou la nuit si vraiment il pleut trop. En juillet-août, il se peut que des fois je refuse les clients, mais sauf les gens en vélo. Il y a toujours 1 mètre carré pour chaque personne en toile de tente en vélo. Parce que j'estime que les gens qui sont en vélo ont fait beaucoup de kilomètres pour venir à Donfront, donc on peut leur réserver une place. Si l'activité est aussi bien développée en France, ce n'est pas toujours le cas à l'étranger. À Naples, les pratiques du cyclotourisme ne sont pas forcément aussi mises en avant par la ville. Nous ne faisons pas de tours pendant cette période de l'année. Si l'on fait des tours, ce ne sera pas avec des vélos. Il y en a beaucoup qui proposent ce genre de tours. Je vois beaucoup de touristes pendant l'été faisant beaucoup de tours parce que la météo est meilleure que pendant l'hiver. Pendant l'hiver, il y a aussi beaucoup de touristes, mais ils ne font pas de vélo.
Ici, c'est nouveau. Nous ne sommes pas familiers avec les tours. Nous essayons de faire des actions touristiques plus intéressantes. Donc les vélos sont quelque chose d'intéressant à faire. En Italie, les pistes cyclables sont réparties sur 20 000 km contre 75 000 km en France. Si la municipalité ne privilégie pas le cyclotourisme, certaines entreprises privées souhaitent la développer comme Bicycle House, située dans la galerie du Prince de Naples. Le but de cette activité est de rapprocher le plus grand nombre de monde du vélo et nous proposons un service de location avec vente et assistance. Aujourd'hui, les routes ne permettent pas aux gens de circuler à vélo en toute sécurité. Il faut donc changer cette route. Ne pas laisser seulement les voitures sur la voie, mais aussi les vélos. Les patins doivent être utilisés et la mobilité durable doit être encouragée. C'est un point fondamental pour rendre les villes plus vivables à l'échelle humaine, avec moins de voitures, moins de smog, moins de pollution, moins de trafic et surtout moins de bruit. C'est pour ça que nous demandons aux institutions un changement, que les routes doivent changer parce que la route appartient à tout le monde, des piétons aux cyclistes en passant par les voitures. Chacun doit être libre de circuler librement dans les rues. Aujourd'hui, l'alternative la plus simple pour visiter Naples reste le scooter. Les entreprises privées proposant du cyclotourisme espèrent que les institutions vont être plus attentives aux grands projets d'aménagement. Elles réclament des investissements pour développer la mobilité douce, pour faire de Naples une destination touristique durable. Un reportage au grand air qui fait du bien. Merci à nos journalistes pour ces images. Lorraine Lucio, vous êtes en direct de Naples. Vous avez participé à la réalisation du reportage que l'on vient de visionner. Il s'intitule « Le cyclotourisme, une pratique plus développée en France qu'en Italie » et on l'a bien compris à travers vos explications. Lorraine Lucio, est-ce que la ville de Naples essaye tout de même de mettre en place plus de pistes cyclables et pour la France, comment la ville de Donfront facilite-t-elle la vie des cyclotouristes ? Bonjour Manon, bonjour à tous. Vous l'aurez compris, le cyclotourisme est moins développé ici en Italie qu'en France. Les entreprises privées qui proposent des activités à vélo demandent au gouvernement d'adapter les routes pour laisser plus de place au cyclotourisme. Si l'activité est moins accessible en Italie, à Donfront en Normandie, le cyclotourisme touche de plus en plus de personnes. Alors normalement en France, les beaux jours devraient arriver et vous pourrez tous ressortir votre vélo. Merci à Lorraine Lucio pour ces informations et on espère bientôt pouvoir retourner à Naples et cette fois-ci à vélo. Avant de laisser le micro à mon collègue Timothée Peignet, on rentre dans la rubrique culturelle d'Alt Magazine TV. Et dans ce reportage, le reportage qui va suivre, vous découvrirez une manière de voyager insolite. Chaque année, elle rassemble de plus en plus d'adeptes et tout commence, vous n'allez pas me croire, à l'intérieur de votre écran. Vous ne le croyez pas, nos journalistes ont enquêté sur le ciné-tourisme, mais le ciné-tourisme, qu'est-ce que c'est ? Vous saurez tout sur cette pratique qui n'a pourtant rien de nouveau dans un reportage signé Lison Debord, Océane Wodzinski et Manon Coupé. Naples, Paris, deux villes que tout semble opposer, mais elles ont pourtant en commun l'afflux massif de touristes, notamment dû au ciné-tourisme. Mais le ciné-tourisme, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement quand une personne qui a vu une série ou un film décide de voyager sur les lieux du tournage pour suivre les pas de leur personnage préféré. Le ciné-tourisme impacte très positivement les villes au niveau économique et social, mais lorsqu'à l'écran la fiction prend plus de place que la réalité, la désillusion des touristes affecte parfois le paysage local. Pour comprendre ce phénomène, nous nous sommes rendus sur place à Naples et à Paris. Située entre la mer Méditerranée et le Vésuve, Naples est une ville pleine de charme. Pas étonnant que la ville soit très souvent sollicitée pour des tournages de cinéma. Parmi les séries les plus célèbres tournées sur place, on peut citer Gomorra et plus récemment La Amica Geniale ou encore Mare Fuori. Cette dernière met en scène des jeunes incarcérés dans la prison de Naples. Son impact est tel que les réservations pour Naples sur le site de eDreams auraient augmenté de 16% suite à la sortie de la nouvelle saison. Le quotidien italien La Repubblica va jusqu'à employer le terme d'effet Mare Fuori. Pour mesurer cet impact, nous avons rencontré Laura et Roberta Inata, deux sœurs napolitaines à la tête d'une école de cinéma. Le ciné-tourisme a un impact extrêmement positif sur la ville de Naples, surtout au niveau économique, ce qui a permis une revalorisation des lieux, les hôtels, les restaurants ou encore les bars
ont connu une renaissance. Sur le plan social, maintenant, les nouvelles séries tournées à Naples ont énormément aidé à changer l'image de la ville qui était auparavant associée à la criminalité, la violence, la brutalité. La mairie de Naples a mis en place un contrat auprès des entreprises de production. Celui-ci stipule qu'en organisant un tournage à Naples, l'équipe s'engage à mettre en avant les habitants, la culture, mais surtout les paysages napolitains, ce qui crée une version édulcorée des lieux, parfois bien loin de la réalité. Tout est un peu romancé, même si l'accueil, la gentillesse, l'amour et la passion sont des caractéristiques des Napolitains. Les séries représentent plutôt bien Naples, mais sur certains aspects seulement. Naples n'est pas un phénomène isolé, cette course à la romantisation des lieux est devenue quasi systématique, et ce, à l'international. À plus grande échelle, on quitte le soleil napolitain pour retrouver la grisaille, et oui, vous l'aurez compris, à Paris. Mais pourquoi Paris ? Parce qu'un touriste sur 10 décide de voyager en France après avoir regardé une série. Et c'est à Paris que se rend la plupart, puisqu'Emily in Paris, à elle seule, regroupe plus d'un tiers des ciné-touristes. L'ampleur de la série est telle que les lieux mythiques du tournage sont pris d'assaut par les ciné-touristes du monde entier. L'appartement utilisé dans la série est même répertorié comme l'appartement d'Emily in Paris sur l'application de géolocalisation Google Maps. Pour comprendre un peu mieux l'engouement autour de cette production Netflix, nous avons rencontré Sarah Dellinger. Cette jeune femme originaire de Paris organise des visites guidées spéciales Emily in Paris. Il y a toujours eu énormément de touristes à Paris, mais maintenant c'est vrai que Emily in Paris a donné à une population très girly de venir à Paris et de faire le tour. Et ça représente effectivement le vrai Paris. Après, c'est vrai que j'évite de parler de tout ce qui est grève, manifestation et rats dans le métro. Pour une visite guidée Emily in Paris, comptez tout de même pas moins de 90 € par personne. Continuons notre chemin dans le 5e arrondissement où nous sommes allés à la rencontre de Thierry Rabineau, gérant de la boulangerie dans laquelle Émilie se rend dans le second épisode de la série. Il nous explique en quoi les retombées ont été absolument bénéfiques pour son commerce. Je pense pour l'impact, on doit être à 15-20% de plus grâce à eux, quoi. Les vacances ont chuté en chiffre d'affaires. En fait, maintenant, on est tout le temps étal. Et dès qu'il y a des vacances, les gens s'en vont. Mais les touristes arrivent. Les touristes peuvent cependant parfois avoir des attentes qui ne correspondent pas vraiment à l'esprit artisanal de la boulangerie. Les gens s'attendaient à être chez Pierre Hermé, Cyril Lignac ou je ne sais quel boulanger. Nous, on est une boulangerie de quartier, on est resté dans notre âme. Un petit nuage au tableau qui n'entache pas la renommée de la boulangerie, élu 2e meilleur croissant de Paris. Le ciné-tourisme est un excellent moyen de découvrir des lieux méconnus. Les touristes permettent de soutenir l'économie et la vie locale, mais attention, parce qu'entre détails romantisés et personnages caricaturés à l'écran, les ciné-touristes peuvent parfois s'avérer plus exigeants que de simples touristes. Et merci Manon pour la transition. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag #AltMagazine en nous disant quel lieu de tournage vous aimeriez vous rendre, sur quel lieu de tournage vous aimeriez vous rendre et surtout pourquoi. Nous attendons vos réponses avec impatience. Et justement, puisqu'on parle de ciné-tourisme, on va retrouver tout de suite Océane Wodzinski qui a en partie réalisé ce reportage. Alors Océane, vous nous avez parlé de ce type de tourisme assez insolite mais qui attire des milliers de personnes chaque année. Vous avez également évoqué une certaine forme de déception de certains touristes lorsqu'ils se rendaient sur les lieux de tournage de leurs films ou séries préférées. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce qui les déçoit, mais surtout quelles étaient leurs véritables attentes ? Oui Timothée, je suis en direct de Paris, ville où les ciné-touristes s'attendent à un Paris à l'américaine. Un Paris dépeint par Darren Star dans la série Emily in Paris, série dont nous parlons dans le reportage. Il a aussi réalisé la série Sex and the City, qui reprend les mêmes clichés à l'américaine. Les ciné-touristes s'attendent donc à un Paris romancé, un Paris fantasmé où les rats, le métro et les travaux n'existent pas. Merci Océane Wodzinski pour toutes ces explications et ce reportage. Et oui, la vie n'est pas un film, tout n'est malheureusement pas aussi beau, mais cela ne va pas vous empêcher de profiter pleinement et de continuer cette édition spéciale. Delphine Bezin, vous êtes avec nous. Avant de lancer la diffusion de votre reportage, vous souhaitez nous parler d'un monument français emblématique qui est dans un état assez inquiétant. Il s'agit de la Tour Eiffel. Chaque année, la Dame de Fer attire près de 7 millions de visiteurs, dont 75% d'étrangers. Que pouvez-vous nous dire à propos de son état et surtout, doit-on s'attendre à la voir disparaître du paysage parisien dans les prochaines années ? En effet, Timothée, la Tour Eiffel a été construite pour être démontée après l'exposition universelle de 1889. Donc depuis tout ce temps, elle a eu le temps de rouiller. Mais son attractivité en tant que monument touristique contraint la ville de Paris à conserver ce monument éphémère.
Un plan de rénovation de 300 millions d'euros est engagé sur une durée de 15 ans et ces travaux peuvent être réalisés pour l'instant grâce à l'argent des billets d'entrée. Mais des discussions sont en cours pour reconnaître la Dame de Fer comme monument historique et donc engager la contribution de l'État dans les travaux. C'est d'ailleurs sur ce modèle que fonctionne la restauration du Palazzo Reale à Naples. Et merci Delphine Bezin pour toutes ces explications. On espère que vous aurez réussi à rassurer les téléspectateurs. Et justement, la préservation des monuments, c'est le cœur de votre sujet. Et oui, même si le tourisme est bénéfique pour les villes, des politiques de conservation des monuments sont mises en place. L'affluence accrue de touristes représente parfois un risque pour la conservation de certains d'entre eux. L'entretien et la restauration coûtent cher. Les associations dédiées à cette mission misent donc tout sur les subventions publiques pour maintenir en vie ces sources de tourisme. Comment cela fonctionne-t-il? Est-ce suffisant? Toutes les réponses dans ce reportage de Chloé Edouard et Delphine Bezin. La ville de Naples, aussi appelée la ville aux 500 coupoles, est une ville très riche en ressources culturelles et monuments historiques. Protégée par l'UNESCO, elle se place comme une ville incontournable en Italie avec 12 millions de touristes en 2022. L'Italie est en tête du dernier classement réalisé par le magazine d'actualité américain US News and World Report, qui a calculé l'influence culturelle de chaque pays à l'échelle mondiale. Avec plus de 40 millions de touristes chaque année, l'affluence accrue des touristes peut être parfois un facteur de changement et de risque dans les politiques budgétaires et de conservation des monuments. C'est le cas du Palazzo Reale, situé sur la place centrale de Naples. C'est un des monuments les plus visités de la ville qui compte près de 1000 visiteurs par jour. Évidemment que la présence d'un grand nombre de personnes dans l'enceinte du palais est un facteur de risque de dégradation. Nous avons donc pris toutes les précautions nécessaires pour éviter cela avec un système de caméras et des barrières pour éviter le contact direct avec les œuvres d'art et réguler le flux des visiteurs. Il y a aussi la présence de personnel présent sur place pour vérifier que les visiteurs n'abîment rien. Il y a 2 ans, nous avons reçu 20 millions d'euros pour entreprendre des travaux, intervenir sur la façade, restaurer l'intérieur, mais la restauration est sous la responsabilité du musée qui est privé et grâce à ce statut, nous pouvons utiliser directement l'argent des billets d'entrée comme base de financement à la gestion du musée et de sa conservation. Donc il est aussi bénéfique d'avoir un grand nombre de visiteurs pour permettre le fonctionnement. Mais nous avons aussi besoin de subventions publiques pour mener des grands travaux de restauration. La ville de Paris mise toute son attractivité sur ses monuments emblématiques comme la Tour Eiffel et Notre-Dame de Paris, qui font de la capitale française un incontournable dans le paysage touristique mondial. Les travaux de rénovation de la cathédrale de Notre-Dame de Paris devraient coûter approximativement 700 millions d'euros. Seulement, cette rénovation d'exception est possible uniquement grâce aux nombreux particuliers qui ont réalisé des dons. Mais ce n'est pas le cas de tous les monuments parisiens et français qui reçoivent des subventions de l'État. L'État peut en fait accompagner financièrement la restauration des monuments historiques entre 10 et 60% du coût global des travaux. Souvent, on peut aller jusqu'à 60% quand le bâtiment est classé. Voilà, donc c'est quand même un accompagnement assez important. Il faut prouver donc en effet l'intérêt du bâtiment, son utilité pour son environnement, sa bonne identification par les habitants, par exemple, quand il s'agit d'un édifice dans une ville. Il y a plusieurs critères comme ça qui permettent d'obtenir des subventions. Et à ces subventions-là peuvent s'ajouter celles du département, de la région ou d'autres entités de ce type qui permettent en fait d'avoir un accompagnement financier assez important en faveur de la conservation du patrimoine. Les monuments d'intérêt public, mais surtout d'intérêt touristique, sont donc sujets à plus de restauration et ont un accès plus important aux subventions publiques. Les départements, les régions et l'État agissent donc en France pour préserver les monuments. À Naples, le Palazzo Reale utilise l'argent des billets d'entrée comme base de financement pour ses travaux. Un autre type de tourisme nécessite la préservation des monuments. Le tourisme religieux attire un très grand nombre de touristes partout dans le monde. Les édifices religieux de plusieurs centaines d'années en fascinent plus d'un. Lucille Danjou, vous êtes avec nous. Vous avez réalisé un reportage franco-italien sur ce sujet avec Sofiane Maïdi et Jessie Lemel. Pouvez-vous nous expliquer votre démarche et surtout qu'avez-vous voulu montrer dans votre reportage ? Bonjour Timothée, et oui effectivement nous nous sommes intéressés à l'influence des bâtiments religieux sur leur quartier. Nous nous sommes rendus à Naples où nous avons rencontré les membres de la collective La Paranza qui contribue à améliorer les conditions de vie du quartier Sanita. Du côté de Saint-Denis, la basilique a eu un fort impact sur le développement de la ville puisqu'elle s'est construite autour d'elle.
mais vous verrez que selon les acteurs locaux, la ville reste encore freinée par son image qui reste péjorative. Merci Lucille d'Anjou d'avoir été avec nous pour nous expliquer votre démarche. Vous êtes bien sur Alt Magazine TV dans cette édition spéciale franco-italienne. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Alt Magazine. Restons sur le tourisme religieux. L'Organisation mondiale du tourisme a réalisé une étude en 2023. Selon elle, près de la moitié des déplacements touristiques seraient d'ordre religieux. Ce type de tourisme permet de faire vivre des quartiers. À Naples, par exemple, le quartier Sanita a totalement changé de réputation en 20 ans, tandis qu'en France, la basilique de Saint-Denis met tout en œuvre pour attirer encore plus de personnes. Un reportage signé Lucille d'Anjou, Sofiane Maïdi et Jessie Lemel. Le quartier Rione Sanita, situé au nord du centre historique de Naples, a longtemps été caractérisé par le chômage, la pauvreté et la présence généralisée de la camorra. Aujourd'hui, il a changé de visage et est devenu une destination touristique. Une transformation rendue possible par la requalification du patrimoine religieux et la mobilisation de la communauté. Salut, je m'appelle Serena et je suis guide dans les catacombes de Naples. Je fais partie de la coopérative sociale La Paranza. Nous avons commencé en tant que bénévoles en 2006 et c'est petit à petit que nous avons augmenté nos effectifs avec l'augmentation du nombre de visiteurs. Nous sommes aujourd'hui 70 employés et nous sommes pour la plupart des enfants du quartier Sanita. Le quartier Rione Sanita a complètement changé grâce au tourisme et au bouche à oreille, car il y a 20 ans, le quartier était à éviter et personne n'y venait jamais à cause de sa réputation dangereuse. Prendre simplement un café, manger au restaurant dans une pizzeria, c'est investir dans l'économie de la communauté et contribuer à la régénération de tout le quartier. Si la mise en tourisme du patrimoine religieux du quartier Rione Sanita a contribué à sa revitalisation, elle n'est pas un cas isolé. La basilique de Saint-Denis représente un pôle d'attractivité majeur pour la ville, comme nous l'explique Serge Santos, administrateur du bâtiment. Donc on peut dire que ce monument a eu un impact positif globalement pour la population, puis pour les gens d'ailleurs aussi, dans leur plaisir de découvrir le monument, mais pour la population, parce que les abords du monument se sont quand même développés, et puis on a fait en sorte de trouver des propositions qui soient en accord avec ce lieu. Mais pour Serge Santos, l'image péjorative de Saint-Denis reste un frein au développement de la ville. Aujourd'hui, il n'y a pas trop ce problème de sécurité. Après, il y a la représentation des gens. Alors ça, c'est une autre question. Et donc, c'est justement toutes ces actions, en particulier la reconstruction de la flèche, qui pourra peu à peu, et puis les actions politiques dans l'ensemble du territoire, qui peu à peu pourront faire changer l'image du lieu. Après une période d'accalmie imposée par la pandémie du Covid, l'administrateur souhaite relancer et développer le tourisme à la basilique. Là, on est autour de 140 000, si vous voulez, mais on peut imaginer qu'un monument comme celui-ci pourrait accueillir facilement le double, sans que ce soit une surpopulation dans ce monument. Le tourisme religieux permet de faire changer les réputations de quartiers à l'image entachée. Cela attire plus de touristes et continue à faire vivre ces lieux de culte. C'est la fin de cette édition spéciale franco-italienne. On espère que tous ces reportages vous auront permis d'en apprendre un peu plus sur le ciné-tourisme, le cyclotourisme, le tourisme religieux, la préservation des monuments et enfin l'artisanat. Pour rappel, tous ces reportages ont été réalisés en 3 semaines. Notre équipe s'est rendue à Naples du 5 au 9 mars dernier pour tourner tout ce que vous avez pu voir aujourd'hui. Au nom de toute la rédaction d'Alt Magazine TV, je souhaite remercier l'ensemble des journalistes de la licence professionnelle d'avoir rendu cette émission possible. Jules Corneloup à la réalisation, Delphine Bezin à la prise de son, Lorraine Lucio et Sofiane Amaidi au cadrage. Chloé Edouard au script, Lucille d'Anjou à la musique, Lou Fréchet-Escudier, Océane Wodzinski et Lison Debord au générique, Valentin Fargier, notre chef plateau, Jessie Lemel à la technique plateau, Manon Coupé à la présentation, Pascal Stoller et Didier Zarayan au directeur de production, et enfin toute l'équipe administrative de la licence professionnelle technique journalistique pour les nouveaux médias d'avoir rendu ce voyage d'études possible.
Merci également à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux Alt Magazine P8 sur Instagram et X pour ne rien manquer et nous donner vos avis sur le contenu. Quant à nous, on se retrouve en 2025 pour une nouvelle édition spéciale sur la chaîne d'Alt Magazine TV. Bonne soirée, à bientôt.